Les insultes au Moyen-Âge, plus qu'un simple échange de mots grossiers, ces dernières étaient un véritable reflet de leur époque. Elles nous plongent dans une société où chaque mot pouvait être une arme, où l'honneur était central et où l'insulte n'était pas qu'une affaire de langage, mais un enjeu social, religieux et parfois même judiciaire. Au Moyen-Âge, l'honneur était en effet une valeur fondamentale. Une insulte, loin d'être anodine, pouvait remettre en question la réputation, la loyauté ou la moralité d'une personne. Elle pouvait même déclencher des duels, alimenter des conflits entre familles ou classes sociales, et dans certains cas, entraîner des sanctions légales. Les insultes étaient donc prises très au sérieux et codifiées dans les pratiques sociales. Pour comprendre les insultes médiévales, il faut s'en référer aux documents authentiques de l'époque, les textes littéraires comme les fabliaux ou les chansons de gestes, qui regorgent d'exemples savoureux d'invectives échangées dans des récits souvent humoristiques, mais également les archives judiciaires, où les insultes étaient consignées dans les procès, nous dévoilant le quotidien des disputes verbales, et enfin les documents religieux qui condamnaient certains termes jugés blasphématoires ou immoraux. Des sources à la fois officielles et populaires nous offrent un aperçu unique de la richesse linguistique et culturelle des insultes médiévales. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble ce que les insultes révélaient de la société féodale et de ses préoccupations, comment elles variaient selon les classes sociales, les métiers et les genres, et enfin, comment certaines d'entre elles ont survécu au fil des siècles pour parvenir jusqu'à nous, souvent sous des formes transformées. Alors, préparez-vous pour un voyage dans le passé où les mots pouvaient avoir des conséquences lourdes et se montrer aussi tranchants que les épées. Bon visionnage. Dans la société médiévale, où l'honneur représentait une valeur fondamentale, les insultes jouaient un rôle bien plus complexe qu'un simple échange de mots grossiers. Elles étaient des outils puissants, capables d'exprimer des conflits personnels, de souligner les hiérarchies sociales ou de provoquer des conséquences graves, telles que des duels ou des rivalités entre familles. Comprendre le rôle des insultes au Moyen-Âge revient à plonger dans une société où les mots avaient une signification profonde, souvent reliée à des codes d'honneur et à des structures sociales rigides. L'honneur au Moyen-Âge était une notion centrale qui régissait la vie de chaque individu, qu'il soit seigneur, chevalier, bourgeois ou paysan. Dans une société largement hiérarchisée, perdre son honneur équivalait à perdre sa dignité, son statut et parfois même ses droits. L'insulte verbale devenait ainsi un acte lourd de sens, car elle visait directement cette notion d'honneur. Elle pouvait être considérée comme une déclaration de guerre symbolique, remettant en cause la valeur d'une personne dans son cercle social. Les nobles, par exemple, étaient particulièrement sensibles aux accusations de lâcheté ou de déloyauté, car ces traits contredisaient les idéaux de courage et de vertu chevaleresque auxquels ils devaient adhérer. Une insulte touchant à leur réputation pouvait suffire à déclencher un duel ou une vendetta familiale. Pour les chevaliers, accusés de trahison ou d'infamie, il n'y avait souvent qu'une seule manière de restaurer leur honneur, la confrontation armée. Pour les bourgeois, l'honneur était davantage lié à la probité et au succès économique. Les insultes visant cette classe sociale portaient souvent sur leur honnêteté ou leur aptitude à accumuler des richesses. Les accusations d'avarice ou de fraude étaient particulièrement offensantes. En revanche, pour les paysans, l'honneur était moins une question de prestige que de respectabilité dans leur communauté locale. Les insultes à leur encontre étaient fréquemment liées à leur apparence physique ou à leur prétendue ignorance, reflétant ainsi les préjugés des classes supérieures à leur égard. Cependant, même entre paysans, les disputes verbales pouvaient dégénérer en affrontements violents, surtout si l'on remettait en question l'intégrité ou la moralité d'un individu. La gravité d'une insulte variait donc en fonction du statut social de la personne visée et de l'accusation formulée. Traiter un noble de lâche était bien plus grave qu'insulter un paysan, car cela remettait en cause un fondement essentiel de l'identité aristocratique, le courage. Par contraste, une insulte adressée à un paysan avait souvent un caractère plus trivial, mais elle pouvait tout de même être perçue
comme une atteinte grave à son honneur personnel, surtout dans le cadre d'une communauté où la réputation jouait un rôle crucial. Les fabliaux, ces récits populaires écrits en langue vernaculaire, et souvent le patois local, et destinés à divertir, offrent une mine d'informations sur les insultes médiévales. Ces contes humoristiques, et souvent grivois, mettent fréquemment en scène des personnages qui s'échangent des injures colorées et imagées. Ces récits permettent non seulement de saisir la créativité linguistique de l'époque, mais aussi de comprendre comment les insultes servaient à souligner les tensions sociales. Par exemple, un fabliau pouvait mettre en scène un noble arrogant ridiculisé par un paysan rusé, le tout accompagné d'échanges d'insultes qui reflètent les stéréotypes de leurs classes respectives. Ces récits servaient autant à divertir qu'à critiquer les inégalités sociales ou les travers humains. Les archives judiciaires constituent une autre source précieuse pour comprendre le rôle des insultes au Moyen-Âge. Lorsqu'une querelle verbale dégénérait en conflit physique ou qu'une insulte était jugée trop grave, elle pouvait être portée devant les tribunaux. Les transcriptions de ces procès révèlent non seulement les mots exacts échangés entre les parties, mais aussi l'importance accordée à la réparation de l'honneur. Les juges médiévaux prenaient souvent ces affaires très au sérieux car elles avaient des implications sur la paix sociale. L'insulte publique pouvait en effet nuire à la réputation d'une personne au-delà de l'individu insulté, affectant sa famille et son réseau d'alliances. L'Église jouait également un rôle dans la régulation des insultes. Certaines injures, particulièrement celles considérées comme blasphématoires ou sacrilèges, étaient condamnées avec sévérité. L'utilisation du nom de Dieu ou de figures saintes dans des insultes était perçue comme un péché grave, nécessitant parfois une pénitence publique. Cette dimension religieuse reflète l'imprégnation de la foi chrétienne dans tous les aspects de la vie médiévale, y compris le langage. Au-delà des conséquences sociales ou judiciaires, les insultes médiévales témoignent de la créativité linguistique de l'époque. Le vocabulaire des injures variait selon les régions, les dialectes et les cultures locales, mais ils partageaient souvent des thèmes communs, tels que la comparaison animale ou la critique physique. Ainsi, traiter quelqu'un de chien, de truie ou de bœuf était courant, ces termes étant utilisés pour déshumaniser l'autre et souligner des traits perçus comme négatifs. De même, les insultes visant l'apparence, comme ventru ou pustuleux, reflétaient un certain mépris pour les personnes jugées physiquement repoussantes ou malades. Les chansons de gestes, ces longs poèmes épiques narratifs, contiennent également de nombreux exemples d'insultes. Dans ces récits, les héros et leurs adversaires s'échangent des invectives avant ou pendant les combats, ces échanges servant souvent à exalter les qualités des protagonistes tout en ridiculisant leurs ennemis. Ces insultes, souvent élaborées, permettaient de construire la tension dramatique tout en reflétant les valeurs de l'époque, telles que la bravoure, la loyauté et l'honneur. Au Moyen-Âge, les insultes occupaient une place bien particulière dans une société profondément marquée par la religion chrétienne. La moralité et la foi étaient les piliers de l'organisation sociale, et les mots, porteurs de sens et d'intention, avaient une charge symbolique et spirituelle immense. Insulter ne se limitait pas à blesser ou humilier. Cela pouvait être perçu comme un péché, une atteinte à l'ordre divin ou un acte de rébellion contre les valeurs fondamentales de la chrétienté. Les insultes liées à la moralité et à la religion étaient ainsi bien plus que des mots lancés sous l'effet de la colère. Elles pouvaient entraîner des conséquences sociales, juridiques et spirituelles lourdes, mettant en péril non seulement la réputation, mais aussi le salut de l'âme de ceux qui les proféraient ou en étaient la cible. La société médiévale était saturée de christianisme. L'Église encadrait la vie quotidienne, des rites de naissance aux funérailles, en passant par le mariage, les jours de marché et même les conflits entre individus. Dans ce contexte, prononcer une insulte revenait souvent à formuler un jugement moral ou spirituel. Certaines insultes étaient directement considérées comme des péchés, notamment celles qui impliquaient des blasphèmes ou des invocations au diable. Insulter quelqu'un en invoquant Satan ou en utilisant le nom de Dieu en vain était ainsi un acte condamné par l'Église, car cela revenait à transgresser le deuxième commandement. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Ces paroles, perçues comme sacrilèges,
exposaient leur auteur à des sanctions ecclésiastiques ou civiles, allant de la pénitence publique à des amendes, voire à des châtiments corporels. Parmi les insultes courantes à caractère religieux, les expressions comme « fils de Satan » ou « serviteur du diable » étaient particulièrement répandues. Ces injures étaient utilisées pour accuser quelqu'un de connivence avec le malin, une accusation extrêmement grave dans une société où le combat entre le bien et le mal structurait la vision du monde. Être désigné comme affilié au diable revenait à être exclu de la communauté chrétienne, ce qui pouvait avoir des conséquences dramatiques, tant sur le plan social que spirituel. L'insulte « fils de Satan » avait également une dimension symbolique forte. Elle remettait en question la filiation divine de l'individu, l'opposant directement à l'idéal chrétien de l'homme créé à l'image de Dieu. Certaines insultes à caractère religieux avaient également une portée politique, notamment celles visant les hérésies. Accuser quelqu'un d'hérétique était une arme puissante, car cela pouvait entraîner des poursuites devant l'Inquisition. Les hérétiques étaient considérés comme des traîtres à la foi et à l'Église, et l'insulte hérétique était donc bien plus qu'un simple affront verbal. Elle pouvait sceller le sort d'une personne accusée de dévier de l'orthodoxie religieuse. Les procès pour hérésie, souvent accompagnés de tortures et de condamnations à mort, témoignent de la gravité de telles accusations. Dans ce contexte, l'insulte devenait une arme politique et religieuse utilisée pour discréditer des adversaires ou éliminer des opposants. L'insulte païen ou infidèle avait une résonance particulière dans une époque marquée par les croisades et la lutte contre l'expansion de l'islam. Ces termes étaient employés pour désigner les non-chrétiens, qu'ils soient musulmans, juifs ou simplement des adeptes de cultes traditionnels encore vivant en marge de la chrétienté. Les insultes de ce type servaient à distinguer les vrais croyants des ennemis de la foi et renforçaient le sentiment d'appartenance à la communauté chrétienne. Elles pouvaient également être utilisées de manière péjorative pour stigmatiser des chrétiens jugés insuffisamment pieux ou suspects de comportements déviants. Ces accusations reflétaient une conception du monde profondément binaire où l'appartenance religieuse définissait en grande partie l'identité et la légitimité d'un individu. Outre les insultes directement liées à la religion, celles visant la moralité étaient également courantes et tout aussi lourdes de conséquences. La pureté morale, notamment en ce qui concerne la sexualité, était une valeur centrale au Moyen-Âge. Les femmes, en particulier, étaient souvent les cibles d'insultes liées à leur chasteté ou à leur prétendue immoralité. Des termes comme putain, catin ou garce étaient utilisés pour désigner des femmes accusées de débauche ou de prostitution. Ces insultes ne visaient pas seulement à humilier, mais aussi à discréditer leurs victimes sur le plan social et spirituel. Être accusé de dépravation sexuelle pouvait conduire à l'exclusion sociale, voire à des poursuites judiciaires, notamment dans le cadre des tribunaux ecclésiastiques. Ces termes reflétaient également les inégalités de genre de l'époque, où la sexualité féminine était strictement contrôlée et souvent associée à la tentation et au péché. Le terme sorcière, bien qu'il n'ait pas toujours eu une connotation négative au début du Moyen-Âge, est devenu une insulte lourde de conséquences à partir de la fin du XIIIe siècle, lorsque l'Église a intensifié sa lutte contre les pratiques magiques et les cultes jugés païens. Être accusé de sorcellerie équivalait à être perçu comme une alliée du diable, et cette insulte pouvait entraîner des procès pour sorcellerie, souvent accompagnés de tortures et de condamnations à mort. Les femmes indépendantes, celles qui possédaient des connaissances médicales ou qui vivaient en marge de la société, étaient particulièrement vulnérables à ces accusations. Ainsi, l'insulte sorcière illustre comment la religion et la morale étaient utilisées pour maintenir un contrôle social et réprimer les comportements perçus comme déviants. Les hommes n'étaient pas épargnés par les insultes visant la moralité, bien que celles-ci prennent souvent une forme différente. Les termes remettant en question leur virilité ou leur courage étaient particulièrement offensants. Les hommes accusés de sodomie étaient stigmatisés non seulement pour leur sexualité, mais aussi pour leur prétendue trahison des normes chrétiennes et sociales. De telles accusations pouvaient entraîner des sanctions graves, notamment des exécutions publiques, car elles étaient considérées comme des crimes contre l'ordre divin et naturel. Les fabliaux et les chansons de gestes offrent de nombreux exemples d'insultes liées à la moralité et à la religion, souvent dans un contexte humoristique ou dramatique.
Par exemple, un personnage peut être ridiculisé pour sa prétendue piété hypocrite ou pour des comportements jugés immoraux, avec des insultes qui mettent en lumière les tensions entre l'idéal chrétien et la réalité humaine. Ces œuvres montrent également comment les insultes servaient à critiquer les abus de pouvoir de l'Église et à remettre en question les normes sociales. Au Moyen Âge, la société était profondément marquée par des hiérarchies rigides où le statut social et l'activité professionnelle déterminaient la place et la valeur d'un individu. Dans ce contexte, les insultes liées au métier et au statut social n'étaient pas de simples expressions de mépris. Elles servaient à souligner les tensions entre les classes, à maintenir les distinctions sociales et souvent à discréditer ou humilier une personne en raison de son rôle ou de sa condition. Ces insultes étaient à la fois le reflet des inégalités sociales et un outil de domination, mais elles révélaient également une créativité linguistique qui, à travers les siècles, a laissé une empreinte durable dans notre langage. À noter que certains métiers, bien qu'essentiels à la vie quotidienne, étaient méprisés en raison de leur association avec la saleté, la violence ou des tâches jugées moralement douteuses. Les tanneurs, par exemple, qui travaillaient les peaux d'animaux, étaient souvent relégués aux marges des villages en raison des odeurs nauséabondes et des déchets produits par leur activité. Traiter quelqu'un de tanneur ou utiliser ce métier comme métaphore insultante revenait à décrire une personne comme grossière ou malpropre. De même, les bourreaux qui exécutaient les sentences judiciaires étaient indispensables à la justice féodale, mais ils étaient socialement ostracisés en raison de leur lien avec la mort et la violence. Être comparé à un bourreau ou à un valet de bourreau était une insulte qui suggérait la cruauté et une immoralité inhérente. D'autres métiers étaient stigmatisés pour leur association avec la tromperie ou la manipulation. Les usuriers, par exemple, étaient régulièrement la cible d'insultes dans les fabliaux et les sermons religieux. Prêter de l'argent à intérêt était considéré comme un péché par l'Église, et les usuriers étaient souvent caricaturés comme des individus avares, sans scrupules et moralement corrompus. Les insultes visant les usuriers soulignaient ces stéréotypes, renforçant leur marginalisation sociale. Le mépris pour certains métiers se traduisait également par des termes péjoratifs utilisés pour désigner les individus qui les exerçaient. De même, vilain, qui signifiait à l'origine simplement paysan ou habitant de la campagne, s'est progressivement transformé en une insulte pour désigner une personne rustre, ignorante ou mal élevée, reflet du mépris des élites pour les classes laborieuses. La stratification sociale du Moyen Âge favorisait l'émergence d'insultes spécifiques à chaque classe. Les nobles, qui se considéraient comme l'élite de la société, utilisaient fréquemment des termes méprisants pour désigner les paysans ou les pauvres. L'insulte « gueux », par exemple, était utilisée pour humilier les individus jugés misérables ou démunis. Ce mot, qui renvoyait à la pauvreté matérielle, portait également une connotation morale, suggérant que la condition de la personne était due à un manque de vertu ou d'effort. Les paysans, en revanche, avaient leurs propres termes pour critiquer les nobles. Bien que leur langage ait rarement été consigné dans les documents officiels, les fabliaux et les chansons populaires témoignent d'un mépris envers les seigneurs perçus comme oppresseurs ou paresseux. Les nobles étaient parfois qualifiés de fainéants ou de ventrus, des termes qui mettaient en avant leur inaction physique et leur supposée tendance à vivre aux dépens des autres. Ces insultes, bien que rarement proférées directement aux nobles en raison des risques encourus, étaient des expressions du ressentiment populaire face aux inégalités sociales. Les bourgeois, une classe émergente dans les villes médiévales, se trouvaient souvent à mi-chemin entre nobles et paysans, et ils étaient la cible d'insultes venant des deux côtés. Les nobles les méprisaient pour leur quête de richesse matérielle, les qualifiant parfois d'enrichis ou de roturiers, des termes qui soulignaient leur origine humble et leur prétention à rivaliser avec la noblesse. Les paysans de leur côté voyaient les bourgeois comme des oppresseurs économiques et les insultaient en les traitant d'avares ou de grippe-sous, des termes qui reflétaient leur perception d'une exploitation par les marchands et les artisans urbains. Là encore, les fabliaux, qui circulaient parmi les classes populaires,
offre une vision particulièrement riche des insultes liées au métier et au statut social. Ces contes, écrits en langue vernaculaire, bien souvent du patois local, mettaient en scène des personnages stéréotypés, paysans rusés, prêtres hypocrites, marchands cupides, qui s'échangeaient des insultes souvent exagérées pour le plaisir du public. Les surnoms insultants utilisés dans ces récits témoignent de l'imagination populaire pour caricaturer les métiers. À noter que les insultes liées au métier et au statut social n'étaient pas sans conséquences. Dans une société où la réputation était cruciale, être publiquement insulté pouvait entraîner une perte de respectabilité, voire une exclusion de la communauté. Raison pour laquelle les tribunaux médiévaux prenaient ces affaires au sérieux et des procès pour injures étaient fréquents. Une insulte pouvait également déclencher des conflits violents, notamment entre individus de statuts différents. Au Moyen-Âge, les insultes étaient une arme verbale puissante, révélant des aspects importants des mentalités de l'époque. Les moqueries et attaques portant sur le physique et le comportement étaient particulièrement courantes, car elles touchaient directement la perception qu'une personne avait d'elle-même et l'image qu'elle projetait dans une société fortement axée sur l'honneur et la réputation. Ces insultes, souvent empreintes d'une créativité linguistique fascinante, puisées dans un répertoire riche en métaphores, en références culturelles et en jugements moraux. Elles étaient à la fois un moyen d'expression populaire et un moyen de domination sociale, renforçant les normes et les hiérarchies de l'époque. L'apparence physique, considérée comme un reflet de la personnalité et de la moralité, était une cible privilégiée des insultes médiévales. Les caractéristiques physiques, inhabituelles ou jugées négatives, donnaient naissance à des surnoms ou des qualificatifs moqueurs qui pouvaient marquer durablement une personne. Ainsi, les insultes visant la corpulence étaient fréquentes. Être décrit comme charnu ou ventru impliquait une certaine opulence ou gloutonnerie, mais également un manque de contrôle sur soi-même. Ces termes étaient souvent utilisés pour ridiculiser les riches ou les clercs jugés hypocrites en raison de leur embonpoint associé à une vie de confort et de péché. À l'opposé, la maigreur excessive n'échappait pas non plus aux critiques. Être qualifié de sec comme un os ou de gringalet traduisait une perception de faiblesse, parfois accompagnée d'une insinuation de maladie ou de pauvreté. Les maladies physiques, visibles sur le corps, étaient aussi une source d'insultes cinglantes. L'époque médiévale, marquée par des épidémies comme la peste ou la lèpre, voyait dans les maladies une punition divine ou une manifestation extérieure de péché caché. Traiter quelqu'un de lépreux ou de pustuleux revenait à le stigmatiser comme impur ou déchu. Ces insultes renforçaient la marginalisation des malades qui étaient souvent exclus des communautés. Les traits faciaux étaient également une cible privilégiée. Une personne avec un nez proéminent pouvait être appelée gros-nez ou nez crochu, une insulte souvent teintée d'antisémitisme dans certains contextes. Le comportement d'une personne, perçu comme un reflet direct de son caractère et de son éducation, était une autre cible fréquente des insultes médiévales. Ces attaques verbales visaient souvent à humilier ou à discréditer quelqu'un en soulignant des défauts supposés ou des écarts par rapport aux normes sociales. La lâcheté, par exemple, était considérée comme une faute grave, surtout dans une société où l'honneur et le courage étaient des valeurs centrales, notamment pour la noblesse. Être qualifié de poltron ou de couard était une insulte profondément dégradante, suggérant une incapacité à défendre son honneur ou celui de sa famille. Ces termes pouvaient entraîner des conséquences sociales graves, voire provoquer des défis ou des duels pour restaurer sa réputation. L'avarice était également une cible courante. Une personne qualifiée de chiche-face était perçue comme mesquine et peu généreuse, des traits particulièrement méprisés dans une société valorisant l'hospitalité et le partage. Ces insultes étaient souvent dirigées contre les bourgeois ou les marchands, reflétant les tensions entre classes sociales. L'ivresse et le désordre étaient également source de moqueries. Être traité de soulard, de pochard ou de ivre-mort visait à discréditer quelqu'un en le présentant comme incapable de se maîtriser. L'association avec les animaux était fréquente dans ces insultes. Les termes comme goret ou cochon étaient utilisés pour décrire une personne ivre
ou désordonné, renforçant l'idée de déchéance morale. Les comportements jugés arrogants ou vaniteux faisaient également l'objet d'insultes. Traiter quelqu'un de coq ou de vantard visait à ridiculiser son désir de se mettre en avant, une attitude mal perçue dans une société où l'humilité était valorisée, notamment dans les contextes religieux. Également, traiter quelqu'un de chien était une insulte courante, suggérant une loyauté aveugle ou un comportement servile. Dans certains contextes, cela pouvait également signifier une personne impure ou indigne en raison de l'association du chien avec des comportements jugés bas ou indécents. Les femmes en particulier étaient parfois qualifiées de truies, une insulte qui visait à attaquer leur apparence ou leur comportement en les assimilant à des animaux perçus comme sales ou gloutons. L'âne, symbole d'entêtement et de stupidité, était également une métaphore fréquente. Traiter quelqu'un d'âne ou de baudet revenait à souligner son ignorance ou son incapacité à comprendre des choses simples. Ces métaphores animales, souvent colorées et évocatrices, permettaient d'exprimer des critiques tout en captant l'imagination de l'auditoire. Au Moyen Âge, les insultes dirigées contre les femmes révélaient les profondes inégalités d'une société patriarcale où le rôle, la moralité et le comportement féminin étaient strictement encadrés. Dans ce contexte, les injures n'étaient pas seulement des mots offensants, elles reflétaient et renforçaient les structures de domination masculine en stigmatisant les femmes qui ne se conformaient pas aux normes sociales, religieuses ou morales de l'époque. Ces insultes visaient à contrôler et à punir symboliquement les femmes, tout en véhiculant des idées sur leur place dans la société médiévale. Une société médiévale profondément hiérarchisée et dominée par des valeurs patriarcales. Les femmes, qu'elles soient paysannes, bourgeoises ou nobles, étaient largement définies par leur relation aux hommes, filles, épouses, mères ou veuves. Cette dépendance juridique et sociale signifiait que toute déviation des normes attendues, notamment en matière de conduite morale et sexuelle, pouvait attirer des insultes, voire des sanctions. Les insultes contre les femmes portaient souvent sur leur prétendue moralité ou pureté. Dans une société imprégnée par le christianisme, la chasteté et la vertu féminine étaient idéalisées, surtout pour les jeunes filles et les femmes mariées. Toute rumeur, comportement ou apparence qui semblait s'écarter de cet idéal pouvaient faire l'objet de moqueries ou de condamnations verbales. Les femmes qui exerçaient une certaine indépendance, comme les veuves ou celles qui travaillaient en dehors de la sphère domestique, étaient particulièrement vulnérables aux insultes, car elles défiaient implicitement les normes établies. La moralité sexuelle des femmes était l'un des principaux axes des insultes médiévales. Les termes tels que gourgandine ou catin étaient couramment utilisés pour désigner des femmes soupçonnées de libertinage ou de conduite immorale. Ces termes, souvent employés pour humilier publiquement, faisaient écho à une obsession sociale pour le contrôle du corps féminin. Une femme accusée donc de gourgandine pouvait ainsi être accusée de flirter ou de séduire de manière excessive, même si cela ne reflétait pas nécessairement la réalité de son comportement. Ces insultes avaient également des implications économiques. Par exemple, les travailleuses indépendantes, comme les marchandes ou les servantes, étaient souvent stigmatisées si elles fréquentaient les espaces publics ou les marchés, sans la surveillance d'un homme. Le terme catin, à l'origine une référence neutre à une jeune fille ou une servante, a rapidement acquis une connotation péjorative associée à la prostitution ou à la promiscuité. Dans les milieux populaires, et là encore dans les fabliaux, les femmes étaient fréquemment caricaturées en figures hypersexualisées ou débauchées, reflétant une méfiance généralisée envers leur sexualité. Les épouses infidèles, en particulier, étaient ridiculisées dans la littérature et les chansons, ce qui contribuait à renforcer les stéréotypes misogynes. Outre les questions de moralité sexuelle, les comportements considérés comme agressifs ou hors normes chez les femmes étaient également l'objet d'insultes. Des termes tels que mégère ou encore harpie servaient à désigner des femmes perçues comme querelleuses, critiques ou difficiles. Ces insultes visaient à discréditer celles qui exprimaient leur opinion ou osaient contester l'autorité masculine. Dans une société où les femmes étaient attendues dans des rôles de soumission et de douceur, toute manifestation d'autorité ou d'indépendance pouvait être perçue
comme une menace. Ainsi, les épouses qui critiquaient leur mari, les mères autoritaires ou les commerçantes qui négociaient avec fermeté étaient souvent moquées dans les récits populaires et dans le langage courant. Ces insultes avaient une vocation disciplinaire, elles servaient à rappeler aux femmes leur place dans l'ordre social. Les fabliaux, qui se moquaient souvent des relations entre hommes et femmes, dépeignaient fréquemment les épouses comme des figures dominatrices ou agaçantes. Ces représentations, bien qu'humoristiques, contribuaient à perpétuer des stéréotypes qui justifiaient le contrôle et la subordination des femmes. L'un des aspects les plus sombres des insultes médiévales à l'égard des femmes résidait dans les accusations de sorcellerie. Les termes tels que sorcière, diablesse ou encore envoûteuse étaient utilisés pour stigmatiser des femmes considérées comme marginales ou menaçantes. Ces menaces prenaient souvent une dimension religieuse et pouvaient avoir des conséquences tragiques. Dans une société où les croyances chrétiennes dominaient, les femmes qui semblaient défier les normes établies, soit par leur savoir, leur indépendance ou bien leur comportement, étaient rapidement associées à des forces maléfiques. Une guérisseuse qui connaissait les plantes médicinales, une veuve vivant seule ou une femme accusée de provoquer des malheurs dans son entourage pouvait être qualifiée de sorcière. Ces accusations étaient souvent renforcées par des insultes visant à déshumaniser ces femmes, les assimilant à des créatures démoniaques ou à des servantes du diable. Ces termes, bien que d'abord utilisés de manière informelle, pouvaient se transformer en accusations formelles. À partir du XIVe siècle, avec l'intensification des procès en sorcellerie, les femmes ainsi insultées risquaient non seulement leur réputation, mais aussi leur liberté et leur vie. Être qualifiée de sorcière ou de diablesse revenait à être placée en dehors du cadre social et religieux, avec des conséquences souvent irrémédiables. Les insultes contre les femmes étaient omniprésentes dans les fabliaux, les chansons de gestes et autres récits populaires. Ainsi, les épouses étaient fréquemment représentées comme des figures de moquerie, dominatrices ou infidèles, tandis que les jeunes filles étaient décrites comme naïves ou capricieuses. Ces représentations littéraires, bien qu'humoristiques, reflétaient et renforçaient les attitudes misogynes de l'époque. Les archives judiciaires offrent également un aperçu précieux des insultes utilisées contre les femmes dans des contextes réels. Les disputes entre voisines, les conflits conjugaux ou les altercations dans les marchés donnaient lieu à des échanges verbaux souvent violents. Les femmes étaient fréquemment accusées de comportements immoraux ou de mauvais caractère, des accusations qui, même si elles ne conduisaient pas toujours à des procès formels, pouvaient avoir des répercussions sociales importantes. Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Maintenant que vous connaissez les conséquences que revêtaient les insultes au Moyen-Âge, dites-moi en commentaire quelle était selon vous la plus terrible et la plus lourde de sens. Maintenant, je vous dis à très bientôt ou à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.